Donc, je vais vous parler de cet individu qui est vraiment totalement exceptionnel sous tous les points de vue. Je vais vous parler de sa vie tout entière, en fait. Il était influenceur. Je suis mathématicienne et pour moi, mon premier contact avec le nom de Grothendieck a été bien sûr par ses mathématiques. C'était un chercheur d'une envergure absolument exceptionnelle, même on pourrait dire unique, complètement unique. Je ne dis pas le plus grand mathématicien qui a jamais existé, mais l'un de ceux qui se distinguent complètement par l'originalité et l'envergure de leur contribution. Mais j'ai appris avec le temps, en fait, qu'il avait fait beaucoup de choses aussi en dehors des maths. Donc, Grothendieck a été un homme qui a eu une influence immense en maths et finalement en plein d'autres domaines, en écologie surtout, où il a consacré des années à se battre pour certaines causes que je vous raconterai. Et il a beaucoup écrit, c'était un créatif et il a écrit des choses magnifiques sur plusieurs sujets, mais entre autres sur la création et l'acte de création. Il a écrit aussi des textes poétiques et il a également, maintenant, en tous les cas, il est un sujet de très grand intérêt auprès des psychanalystes qui examinent de près, depuis quelques années maintenant, ses écrits. Maintenant, Grothendieck est décédé en 2014, on est en 2026, et comme beaucoup de choses qu'il avait écrites n'avaient pas été publiées, les mathématiques avaient été publiées, mais pas tout, je vous raconterai ça, mais énormément de manuscrits non mathématiques n'avaient pas été publiés, et comme son écriture est difficile, que les histoires d'héritage étaient compliquées, donc ces écrits, il y en a qui n'ont pas encore été mis à la disposition du public, ou qui sont à la disposition du public, mais à la Bibliothèque nationale, où il faut obtenir sa carte de lecteur, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et c'est vraiment un travail en cours. Donc, je vais vous parler de la vie de cet homme, en essayant vraiment de mettre l'accent sur son apport incroyable dans de différents domaines. Il y a des choses que j'ai apprises en fait seulement après son décès. Je ne me rendais pas compte, moi, de l'influence immense qu'il avait eue en d'autres domaines jusqu'au moment où on a commencé à écrire des notices nécrologiques et des articles ont commencé à apparaître écrits par des gens qu'il avait connus hors des mathématiques. Maintenant, avant de commencer à vous parler de lui, je vais vous parler de ses parents et ses origines et là où il vient. Parce qu'un influenceur, avant d'être influenceur, a été un influencé. Et je pense que pour comprendre la mentalité et la personnalité de Grothendieck, bon, un génie, ça peut naître n'importe où, n'importe qui. C'est quelque chose dans le cerveau. D'ailleurs, il en a beaucoup parlé lui-même et il a identifié Je vais vous dire en une phrase le grand principe de Grothendieck. Tout le monde est totalement créatif. Mais on souffre d'inhibition. Et les inhibitions viennent de partout, ça vient de la société, ça vient des parents, ça vient de ce qu'on attend de nous, ça vient du genre, des rôles de notre genre dans la société. C'est-à-dire, on est inhibé de partout dès le tout début de notre vie. Dès l'âge de 2 ans, disons à peu près, parce que lui, il était fasciné par les tout petits enfants de jusqu'à 2 ans, parce que pour lui, eux, ce sont les vrais créatifs. Et il ne faisait pas une grande différence entre exploration libre, découverte et création dans le sens de production. Tout ça, pour lui, c'était la création naturelle à l'être humain. On devait toujours explorer, toujours chercher, toujours découvrir. Et si on ne le fait pas, si on est bloqué par la peur de rater, la peur de ce que les gens vont penser, eh ben on est bloqué. Et ça bloque la créativité naturelle, mais que tous les enfants sont nés avec. Donc, il ne s'est jamais vu comme un génie. Il dit vraiment, je suis loin d'être le plus génial ou le plus intelligent. Mais je n'ai pas eu certaines inhibitions et je vois clairement que les autres souffrent de ça. Donc, c'est pour ça aussi que je dis que son enfance, c'est quelque chose qui est très important pour comprendre ce manque d'inhibition chez lui. Donc, en fait, Grothendieck, qui est vu dans le monde comme un mathématicien français, parce qu'il a fait toute sa carrière en France, mais il est né en Allemagne. Il est né à Berlin en 1928.
et de parents qui étaient extrêmement marginaux, aussi très créatifs et très aventureux. Donc, je vous montre ici une photo de son père. Son père était russe. Il est né en 1890. Il avait, très très jeune, à 16 ou 17 ans, il avait essayé il était engagé dans un complot pour tuer le tsar, assassiner le tsar. Il a été arrêté. Il a passé beaucoup d'années en prison, une dizaine d'années en prison. Il a essayé de s'échapper et à ce moment-là, on a tiré sur lui et il a perdu un bras. Donc, ça ne se voit pas très bien en fait, mais il manquait le bras gauche. Après, il est sorti de prison après une dizaine d'années et il a quitté la Russie, il est venu en Allemagne. En fait, il a fait le tour de l'Europe, il a été en Belgique, il a été en France et puis il a atterri à Berlin. Et il était anarchiste et tout ce qu'il voulait faire, c'est convertir tout le monde à l'anarchisme, vraiment l'anarchisme politique. Donc, il passait son temps à écrire des textes, à écrire des articles dans les journaux anarchistes, de parler aux ouvriers, d'aller partout où il y avait des ouvriers et d'essayer vraiment de convertir le monde à son point de vue politique. Voilà. Il ressemble beaucoup à Grothendieck, vous le verrez avec d'autres photos. Donc ici, dans ce que je projette, il n'y a que des photos. Hein. Il n'y a pas de texte, hein. Mais en fait, je pense que visuellement, illustrer ce que je vais vous raconter, ça le rend quand même plus coloré, quoi. Donc voilà. C'est tout ça, c'est juste des photos du papa. Il est venu à Paris où un sculpteur assez connu a fait une sculpture de lui qui est ici. Il reste la photo. On a perdu la sculpture. En fait, on ne sait pas où elle est. Peut-être elle est chez quelqu'un, quelque part qui ne sait pas. Mais en tous les cas, cette sculpture existe. Et il a été en Espagne pendant la guerre civile espagnole en 1935-1936, il a été en Espagne. Et quand il est revenu, il était très mal vu en France, évidemment, parce que vers 1939, déjà, les étrangers qui s'étaient battus contre Franco, ils n'étaient pas très bien vus. Et il était interné dans un camp d'internement qui était le camp du Vernet. Mais en fait, étant révolutionnaire, anarchiste et juif, j'ai omis de dire qu'il était juif, mais ce n'était pas une bonne chose à être à 1939 en France. Donc, il a fini en 40 ou 41. Malheureusement, les camps d'internement français étaient parfois, pas tous, pas toujours, mais parfois, des plaques tournantes pour être déportés vers les camps de concentration. Et donc, lui, il a été déporté à Auschwitz. Et il est décédé là-bas, il n'est jamais revenu. Donc, pendant qu'il était enfermé au camp du Vernet, il y avait un peintre qui était là-bas qui a fait ce portrait de lui. Donc, c'est vraiment la dernière image de lui qu'on sait, et Grothendieck lui-même, le fils, qui avait très peu vu son père et qui ne l'a plus vu après l'âge de 12 ans. Il gardait ce portrait toujours, où qu'il était, dans son bureau ou dans sa maison, toujours, il avait ce portrait de son père. Je vous raconte 2 mots sur la mère de Grothendieck. Elle, c'est la petite fille à gauche dans cette photo de famille avec ses parents et ses frères et sœurs. Elle est née dans une famille allemande, protestante, qui était plutôt de classe moyenne, quoi. Ils n'étaient pas pauvres, son père dirigeait un hôtel, ils avaient une vie tout à fait bien. Mais quand la Première Guerre mondiale est arrivée, elle est née en 1900, donc elle était adolescente, ça a complètement ruiné la famille. Ils sont devenus vraiment très pauvres, ils ont une vie vraiment très difficile. Le père a fini par nettoyer des chaussures à la gare de Hambourg, parce que c'est une vraie déchéance, quoi, dans le genre de Buddenbrooks. Ça, c'est elle vers 17 ans. Elle est devenue, à un moment donné, vers l'âge de 25 ans à peu près, elle s'était mariée, elle s'est mariée à quelqu'un, elle avait une petite fille et ils sont partis à Berlin. Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver du travail, en fait. C'était vraiment les années après la Première Guerre mondiale. En Allemagne, c'était vraiment dur, elle ne trouvait pas du travail, donc il y avait du travail à Berlin. Elle était journaliste, elle se voyait comme journaliste et écrivaine. Donc elle est partie à Berlin avec sa petite fille et son mari. Et moi, j'aime bien cette photo qu'elle aimait beaucoup d'elle-même. En fait, je connais beaucoup de choses sur sa vie parce qu'elle a écrit une autobiographie très détaillée qui s'arrête quand elle a 28 ans. Donc, malheureusement, c'est un peu court, mais elle est enceinte d'Alexandre Grothendieck à la fin du livre. Donc, on ne sait rien sur lui. Mais on apprend tout sur sa vie à elle. Et une fois qu'elle était à Berlin,
elle est tombée amoureuse du père, avec qui il n'était pas marié, c'était un couple pas marié, ça fait rien, ils vivaient ensemble, ils ont eu un fils, ils ont eu ce bébé. Donc, et après est arrivée une période dans la vie de Grothendieck qui était très particulière. Alors là, cette dernière photo d'elle, elle est au camp de Rieucros, parce qu'elle a fini par venir en France, je vous raconterai ça. Elle a fini par venir en France et en tant qu'Allemande, elle aussi a été internée. Mais elle n'était pas internée dans un camp, c'était un camp de femmes, c'était un camp allemand, il n'y avait pas de juifs et ce n'était pas un plaque tournant pour la déportation. Donc elle a survécu dans ce camp de Rieucros et à la fin, elle a pu retrouver son fils. Quand elle est morte à l'âge de 57 ans d'une tuberculose qu'elle avait contractée au camp, justement. On a fait ce masque mortuaire. Et ça, avec la peinture, le portrait du père, Grothendieck, il a gardé ça. Toujours, parce qu'il a perdu ses parents vraiment tragiquement et jeune. Et il a toujours gardé ces deux choses près de lui. Ses parents étaient des esprits libres, durs, parfois méchants, se disputaient beaucoup. Mais il voyait en eux des gens vraiment d'un esprit très grand et surtout très libre qui avaient brisé entièrement avec les contraintes et les inhibitions de leur propre passé. Et il avait une immense admiration pour ses parents. Ils étaient pour lui, je crois que on peut dire c'est une influence incomparable et je crois que c'est important de comprendre que la manière dont il a été élevé, il dit lui-même que c'est parce qu'il a été élevé par eux jusqu'à l'âge de 5 ans dans une liberté complète avec une approbation sans nuage que beaucoup de... Il devait être un petit sauvage, j'imagine. Mais voilà le petit sauvage. Donc, là, il a 4-5 ans à Berlin. Il a toujours ses deux parents. On lui coupait jamais les cheveux. Il est habillé quasiment en haillons, mais il est très mignon. Il a l'air très heureux. Il y a un deuxième, là, vraiment petit garçon coquin. Et il décrit, et il a un souvenir des 5 premières années de sa vie avec ses parents à Berlin comme un moment absolument merveilleux, extraordinaire, vraiment la période de sa vie qui a fait de lui ce qu'il est. C'est quelque chose que dans son grand œuvre autobiographique qui s'appelle Récolter semailles, il le dit, et redit plusieurs fois, et dit la manière d'élever les enfants vraiment très jeunes, c'est extrêmement important. Il faudrait vraiment veiller toujours à développer leur créativité et ne pas les corriger tout le temps et les inhiber, en fait, justement. Alors, ce qui s'est passé pour lui, c'est quelque chose qui a été très tragique et qui lui a causé énormément de souffrance. C'est qu'en 1933, son père est parti pour Paris parce que c'était juste trop dangereux d'être un juif en Allemagne. Et la mère, elle est restée avec ses 2 enfants, parce qu'elle avait cette petite fille qui avait 4 ans de plus, donc le petit Alexandre avait 5 ans, sa sœur 9 ans, et elle avait qu'une seule envie, c'était de rejoindre le père à Paris. Donc elle a planqué ses enfants dans des familles d'accueil, qui ont été vraiment des familles merveilleuses. Mais il n'empêche que quand votre mère vous laisse du jour au lendemain dans une famille avec des gens que vous ne connaissez pas et qu'elle file et qu'elle disparaît et qu'on ne la voit plus, alors qu'on a 5 ans, mais c'est dur. Et il a été traumatisé. C'est vraiment un traumatisme et il en parle aussi dans ses écrits avec énormément de douleur. Et ça a eu aussi un effet sur lui, je crois, psychologique qui voulait être examiné, en fait. Donc, il a été laissé dans une famille qui était tout à fait BCBG. Il fallait qu'il s'habille bien, on voit bien, la coupe de cheveux, tout est parfait. Il allait à l'école pour la première fois. Il a été élevé correctement. Et pour lui, en même temps, c'était facile, parce qu'il était très intelligent, très bon à l'école et tout ça, et en même temps, c'était très, très dur, surtout parce que ses parents ne donnaient pas signe de vie. Donc, il ne savait pas, il ne savait rien. Il recevait une petite lettre par an, quoi. Il se sentait abandonné. Et il s'est durci, il le dit. Je me suis durci complètement. Je me suis efforcé de ne plus espérer entendre ou voir mes parents. J'ai dû les arracher de mon cœur et il est devenu effectivement quelqu'un de dur. Alors, en 1939, la famille d'accueil trouvait que c'était quand même vraiment trop dangereux, même pour lui. Donc, mais de l'âge de 5 ans à 11 ans, il était dans cette famille d'accueil. Il a gardé des liens avec eux toute sa vie. Ça faisait vraiment longtemps qu'il n'avait pas vu ses parents. Eh bien, la famille d'accueil a fait un effort vraiment pour plein de paperasse avec le Hitler Jugendamt et tout ça,
pour soi-disant lui donner la permission d'aller prendre des vacances à Paris, mais en fait, c'était pour partir à Paris. Donc, il est parti à Paris, on l'a mis dans un train tout seul, arrivé à Paris. La famille avait réussi à contacter son père l'a récupéré sur le quai de la gare à Paris. Donc, il a revu son père pour la première fois depuis l'âge de 5 ans. Et il l'a vu très peu, parce qu'il a dû passer 1 ou 2 mois avec son père seulement. Après, il est allé rejoindre sa mère qui avait trouvé du travail dans le sud de la France. Et il est resté un peu avec sa mère, mais pas beaucoup, parce que sur ce, c'était la guerre et tout le monde a été mis en camp. La mère à Rieucros, donc où on a vu la photo, et puis avec lui, avec l'enfant, qui avait maintenant 11-12 ans, et le père à Auvernay, d'où il a été déporté, ils ne l'ont plus jamais vu. Donc, il a passé les années vraiment formatives, les années du collège, en fait, dans le camp de Rieucros, de 12 à 14 ans, où les enfants avaient le droit d'aller à l'école. Donc, lui, il avait le droit de sortir du camp chaque jour. L'école allemande était très loin, il allait à pied, qui vend toute la neige. Bon. Mais bon, ça lui plaisait, l'école, en fait. Il a appris le français, toujours avec un petit accent. Il a appris des maths, des trucs comme ça. Enfin, il aimait bien l'école, mais bon, c'était quand même une vie dans un camp d'internement, quoi. Et en 1943, il a pu être sorti du camp pour être caché au Chambon-sur-Lignon. Parce que il y avait des protestants qui s'occupaient des gens du camp. Ils venaient régulièrement visiter, aider, apporter des choses. C'est une association protestante qui s'appelle la CIMAD, qui existe encore aujourd'hui, qui aide les immigrés, les sans-papiers. Et ils ont compris que le garçon était juif, même si sa mère ne l'était pas, et donc que c'était dangereux, et donc ils l'ont simplement fait disparaître. Et ils l'ont emmené au Chambon-sur-Lignon, où il a été, donc il a fait tout son lycée au collège Cévenol. Là, on le voit, il est à droite, là, avec les pieds nus. Il aime beaucoup les pieds nus. Ça, c'est vraiment une habitude qu'il avait gardée toute sa vie. Tout au plus, il mettait des sandales. Des fois, même au Canada, en hiver, avec la neige, il était en chaussettes et sandales. Donc, il a fait son lycée au collège Cévenol. Et là, il a été vraiment protégé. Vous connaissez sûrement, probablement, l'histoire du Chambon-sur-Lignon. C'était un village protestant incroyable qui a sauvé 3000 enfants juifs. Il leur faisait des faux papiers, mais aussi quelqu'un, la police dans le village était de mèche avec le village, mais aussi avec la Gestapo. Donc, ils savaient quand ils allaient venir, donc ils prévenaient tout le monde, tous les enfants juifs disparaissaient dans les bois. Et il décrit ça dans son livre, mais il dit, je ne comprenais pas l'importance, je ne comprenais pas le risque de mourir, je ne comprenais pas tout ça. J'étais jeune et c'était un jeu. On allait dans la forêt, on faisait du camping pendant 1 ou 2 nuits, puis on revenait, quoi. Donc, il a fini son lycée, il a eu son bac en 1945, avec une mention très bien, et c'était la fin de la guerre aussi. Voilà, voilà comment il était quand il était lycéen. Donc, après la guerre, la CIMAD l'a réuni avec sa mère, et elle avait juste un petit revenu en tant que réfugié. Et lui, il avait une petite bourse de l'université. Il allait à l'université de Montpellier. Il a décidé d'étudier physique et maths. Donc, il faisait des études à l'université. Ils étaient vraiment très pauvres. Il a dit que c'était une vie extrêmement joyeuse. Ils étaient très proches, mère et fils. Ils étaient très, très liés. Mais ils avaient vraiment un problème d'argent. Donc, il travaillait, quand c'était l'époque des vendanges, il faisait les vendanges pour gagner un peu de sous en plus, pour faire réparer les chaussures ou les lunettes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini sa licence de maths, et là, un de ses professeurs de maths a dit, vous êtes quand même vraiment très bon. Allez à Paris, c'est là l'endroit pour vous. Paris, c'est vraiment l'endroit où c'est à la pointe des maths. Et donc, en 1948, il est parti à Paris. Il est resté à Paris pendant 1 an. Et là, on lui a dit d'aller à Nancy, où il y avait 2 très grands mathématiciens français, donc Laurent Schwartz et Jean Dieudonné, très grands mathématiciens français, qui avaient... C'était aussi le centre du groupe Bourbaki, si vous connaissez, qui était un groupe de mathématiciens qui essayaient de retravailler à fond l'enseignement des mathématiques. Et donc, il est parti à Nancy, et là, en 1949, et là, il a commencé à travailler avec eux, et il a fait une thèse. Voilà, là, il est thésard. Il a fait une thèse qui était incroyable, qui a époustouflé ses directeurs de thèse, qui trouvaient que, oui, c'était vraiment quelqu'un d'absolument extraordinaire.
manque de chance, il n'a pas pu avoir un poste en France parce qu'il était apatride en fait. Il n'avait plus la nationalité allemande, il n'avait aucune nationalité. Et en France, à l'époque, c'était impossible d'avoir un poste. Donc, c'était un peu la panique. Et son directeur de thèse, Laurent Schwartz, qui avait fait beaucoup de voyages au Brésil et qui avait aidé à fonder un centre de mathématiques au Brésil, l'a fait inviter au Brésil. Il a été pendant 2 années au Brésil, mais toujours, il avait envie d'être en France, qui était quand même le centre mathématique du monde à l'époque. Harvard, les universités américaines étaient aussi d'un très très bon niveau à l'époque, mais malgré tout, Bourbaki et le séminaire Bourbaki et la France, c'était vraiment vraiment la pointe en fait. Donc il avait envie d'entrer en France, mais ce n'était pas possible. Donc après 2 ans au Brésil, il a réussi à partir 1 an aux États-Unis. Et là, il a fait des travaux incroyables sur les maths qui intéressaient les Parisiens à l'époque, parce que malgré tout, il prenait l'avion. À l'époque, c'était des tas de petits avions. On mettait 24 heures pour aller d'Amérique, pour arriver à Paris, enfin, en s'arrêtant ici et là. Enfin, c'était très dur comme voyage. Mais il venait passer. Quand il était au Brésil, ben, l'heure été, c'est notre hiver. Donc, il partait, il passait l'hiver à Paris, en fait. Donc, il était très au fait des mathématiques qui se faisaient à Paris et il a commencé à travailler là-dessus. Et il a fait vraiment des choses incroyables. Et à Paris, les très bons mathématiciens, son meilleur ami était Jean-Pierre Serre, qui est, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais qui n'est pas mort parce qu'il va avoir 100 ans cette année. Il est né en 1926. Il avait 2 ans de plus que Grothendieck. Et il voulait vraiment qu'il revienne à Paris et lui écrivait des lettres pour dire dès qu'il y a un poste, si on trouve quelque chose, si on trouve un moyen que tu reviennes, on te fera revenir à Paris. Et ils ont trouvé. Parce que un Russe juif, très riche, très intelligent, qui était réfugié à Paris, a décidé de créer un institut de recherche mathématique qui devrait rivaliser avec l'Institut de Princeton. Et il a demandé aux mathématiciens, pour le moment, je peux salarier que 2 personnes. Qui est-ce que je prends? Et immédiatement, ils ont suggéré 2 personnes, dont Grothendieck. Parce que ce n'était pas payé par l'État, ce n'était pas quelque chose du gouvernement, ce n'était pas un poste universitaire, donc ils ont pu le prendre. Donc il est revenu à Paris et il s'est lancé dans cet institut qui, à l'époque, n'avait même pas de locaux, ils avaient juste une salle quelque part. Et là, il est avec son directeur de thèse. Donc, il s'est rasé le crâne à cette époque-là. Quand il est revenu en France, il s'est rasé le crâne, il a gardé le crâne rasé pendant beaucoup d'années. Après, il a des cheveux nouveaux, vous verrez dans les photos plus tard, mais il disait que, en fait, son père avait le crâne rasé, déjà. Comme vous avez vu dans les photos du père, il avait le crâne rasé. Et lui, il disait toujours qu'il se rasait le crâne parce qu'on l'avait rasé de force quand on l'avait arrêté. Et qu'il a décidé que, puisque c'est comme ça, c'est je vais me raser. Voilà. Puisque c'est comme ça, c'est moi qui me rase. Donc, et il avait gardé le crâne rasé toute sa vie, et puis Grothendieck, à un moment donné, a décidé de faire pareil. Donc, désormais, pendant toute la période où il était un très grand mathématicien très connu, il avait le crâne rasé. Bon, là, on le voit avec vraiment les meilleurs mathématiciens de son époque. C'est Jean-Pierre Serre, précisément, qui est assis à côté de lui, là. Il s'est marié en 50... Ah oui, à 53, il était toujours en thèse. Il a eu un bébé avec sa logeuse, en fait. Et c'était un homme qui avait du testostérone, on va dire. Et puis, il s'est marié avec une dame qui s'était occupée de... Donc, sa mère est décédée en 57. Et pendant la dernière année de sa vie, il y avait une jeune femme qui s'en occupait. Et il a épousé cette jeune femme et il a eu 3 enfants avec elle. Je crois que je n'exagère pas si je dis que, grosso modo, il était un très mauvais père. Il s'occupait très mal de ses enfants et leur donnait vraiment des conseils très mauvais. Mais il était un très bon père pour les tout petits, parce que ça, je crois que c'est vraiment un effet psychanalytique, en fait. Sa petite enfance avait été heureuse et donc il avait un sentiment positif envers cette période de la vie. Et puis, il était fasciné par les tout petits enfants et la manière dont ils ne s'occupent jamais de ce qu'on pense d'eux, en fait. C'est ça qui lui plaisait. Il le répète, mais ils s'en fichent complètement de eux-mêmes, leur ego. Ils n'ont pas d'ego. Ils sont tout dans l'exploration et la découverte. Et il dit, moi, j'ai gardé ça.
j'ai gardé ça et je vois que c'est très rare. Il dit jamais il est le seul. Il s'appelle un mutant, mais il dit qu'il y a des mutants. Il a fait une liste, pas une liste complète, mais une liste de gens, soit qu'il connaissait lui-même, soit dont il avait lu les travaux. Freud, par exemple, des gens comme ça, où il dit c'est vraiment des mutants. Il voit des choses que personne ne voit, il les voit comme une évidence parce qu'ils ne sont pas formatés du tout, ils n'ont pas été formatés quelque part. Donc, au début, il aimait beaucoup ses enfants, les petits bébés et tout, et puis quand ses enfants grandissaient, il leur disait des choses comme « si vous n'avez pas envie d'aller à l'école, n'y allez pas ». Il croyait vraiment que, parce que lui, il avait beaucoup aimé l'école, que ceux qui aimaient l'école, ils en profiteraient, ils aimeraient ça, et que ceux qui n'aimaient pas, il ferait mieux de faire autre chose. Mais le résultat, c'est qu'aucun de ces enfants n'a fait l'école. Et je pense que ça a peut-être limité leurs possibilités dans la vie par la suite. Il a quitté sa femme quand le plus jeune de ses enfants avait 8 ans. Je crois que les enfants avaient genre 8 ans et 14 ans. Et donc, il s'en est plus beaucoup occupé après ça et ils ont tous quitté l'école. Néanmoins, quand on regarde les photos, on voit bien cette tendresse qu'il a pour les petits. Alors là, on voit le garçon aîné, celui qui est né d'une autre maman, et puis sa fille qui est née en 59, qui là doit avoir à peu près 1 an dans la photo. Et ça se voit que là, il y a quelque chose qui lui plaît, qui l'attire. Grothendieck était quelqu'un de très spontané, en fait. Justement, ça va avec le manque d'inhibition. Il disait tout ce qu'il avait sur le cœur. Il disait tout. Ça pouvait aussi être extrêmement désagréable, mais il pouvait aussi être vraiment chaleureux, gentil, adorable, en fait. Alors, au bout de quelques années à cet institut, on a le directeur Mochan, qui était riche, il a réussi à rassembler assez d'argent, il était aussi très, très bon pour le fundraising. Il a pu acheter un bâtiment à Bure-sur-Yvette, qui est encore le même aujourd'hui. Là, on le voit tout au début, c'est là où il a travaillé. Voilà, même aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé. Et là, entre 59 et 71, on va dire, 59 et 70, Grothendieck est devenu le roi des mathématiques français. C'est pas qu'il était le seul qui était bon, bien sûr, Jean-Pierre Serre, c'est un très grand génie des mathématiques, on ne peut vraiment pas dire qu'il est moins bon, c'est pas possible, il y en avait d'autres qui étaient très très bons, mais c'était pas une question d'être très bon en maths, c'était une question de charisme et de domination. Ce que Grothendieck faisait est devenu les maths qu'il fallait faire. Son charisme était tel que tous ceux qui voulaient impressionner ou s'impressionner eux-mêmes ou se sentir très forts, ils étaient obligés d'aller à son séminaire. Alors, le genre de maths qu'il faisait, ça s'appelle la géométrie algébrique. C'est-à-dire, ce qu'il a stimulé au début, c'était la conjecture de quelqu'un, d'un autre mathématicien très très bon en Réveil, français, qui a observé, fait une conjecture sur des objets qui font vraiment de la théorie des nombres. C'est vraiment géométrie et c'est pas vraiment algèbre. Mais Grothendieck a développé une approche à ces conjectures. Et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours fait, dans toutes les maths qu'il a fait. Il a développé une approche vers des objets dans ce domaine-là par les autres domaines. Alors, je vais attaquer ça par la géométrie. Je vais utiliser des objets géométriques et des surfaces et des formes et des cohomologies, des manières de mesurer, etc., pour les conjectures qui, a priori, on dirait que ça n'a rien à voir. Et c'est quelque chose qu'il a fait tout le temps, dans toutes ses maths, toujours. Et c'est créer des ponts, en fait. Créer des ponts. Au fond, Grothendieck pensait que les différents domaines mathématiques, si on étudie les nombres ou la continuité, les formes continues, comme les droites, les surfaces, ou la mesure, la géométrie, où on mesure vraiment des propriétés, tout ça, c'est juste des langages différents, comme le chinois, l'anglais, etc., pour décrire un monde qui est de toute façon là. Et on peut décrire les mêmes choses dans chaque langue. Certaines langues sont mieux adaptées pour certains objets. Mais parfois, on peut avoir une fausse idée, une idée fausse, que telle langue est la bonne langue pour tel objet, mais oh non, en fait, non. Si on utilise cette autre langue, on verra d'autres choses et ça donnera de nouvelles lumières. Et cette idée-là, de passer dans un autre domaine ou une autre langue pour étudier des questions venant
Ça, c'est vraiment sa signature. C'est sa signature en tant que mathématicien. Et quand on parle d'influence, l'influence immense qu'il a eue, vraiment une influence, il a dominé le monde mathématique complètement pendant plus de 10 ans. Et c'est parce qu'il faisait ça comme ça. Pas seulement, c'est aussi parce que par son charisme, il a réussi à vraiment convaincre les mathématiciens français que son sujet était le plus intéressant, le plus prestigieux, le plus extraordinaire, le sujet pour les gens les plus forts. Et il y a eu ça a donné lieu à des problèmes, en fait, à un moment donné. Bon, je vais vous raconter ça. Mais pendant ces années-là, ce qui est sûr, c'est que c'était le plus grand influenceur en mathématiques en France, et même ça a rayonné même très loin à travers le monde, et surtout aux États-Unis, où il allait souvent, régulièrement, et où il a formé aussi beaucoup de jeunes mathématiciens. Voilà, tout ça, c'est lui en train de donner son séminaire légendaire. Alors, en même temps, pendant ces années qu'il a donné son séminaire légendaire, je regarde juste l'heure pour voir. Okay. Son séminaire légendaire, il écrivait des livres de fondement pour les mathématiques qu'il créait, parce qu'il créait de nouvelles mathématiques. Vous voyez, c'est pas juste. D'accord, il avait été stimulé au début par des conjectures, et il a démontré plusieurs de ces conjectures d'ailleurs, mais finalement, ce n'était pas le but pour lui de démontrer les conjectures. Finalement, le but était de créer de nouveaux objets, de nouveaux domaines. Et donc, il a créé vraiment tout le sujet de la géométrie algébrique, et il a écrit toute une série de livres de fondement, mais en même temps, tous ces séminaires ont été rédigés par ses étudiants, et donc il y a 2 séries de livres, la série bleue, la série jaune, et des milliers de pages de maths qu'il a produit en 10 ans. Je veux dire, le mathématicien moyen, il produit 1 ou 2 articles par an, donc c'est juste pour donner une idée de la production prodigieuse. Et quand on lui demandait comment il faisait, d'abord, il faisait que ça. Il faisait des maths 16 heures par jour. Il faisait absolument rien d'autre, y compris s'occuper de ses enfants, vraiment pas. Il faisait vraiment que des maths, mais il dit aussi, c'est pas seulement la monomanie mathématique qui faisait tant de production, c'est aussi le manque d'inhibition. Il dit, je séchais jamais, j'ai décidé que je n'allais pas sécher, c'est tout, je séchais pas. J'allais de l'avant, il y a toujours des choses à découvrir. Si on n'a pas mis en tête, on doit démontrer un truc. Si on n'a pas cette attitude-là, mais juste j'explore, il y a toujours plein de trucs à découvrir. C'est comme ça qu'il produisait autant. En 1966, il a gagné la médaille Fields, mais la cérémonie était à Moscou. Il a refusé d'aller à Moscou parce que il était contre le régime, donc ça a fait un petit scandale, mais bon, il a quand même eu la médaille Fields. Là, je vous montre une photo de la maison où il habitait pendant ces années-là. Je vous montre juste pour... vous allez voir pourquoi plus tard. Il habitait dans une jolie maison à Kossuth avec sa famille, ses enfants, pendant les années de son triomphe mathématique. Et maintenant, je vais passer à la grande deuxième partie de sa vie. C'est littéralement, on est arrivé à la moitié de sa vie, parce qu'il est mort à, je sais pas, 84 ans, ou un truc comme ça, 86. Et là, on est arrivé au point où il a 42 ans. Et il y a eu tout d'un coup une énorme rupture dans sa vie. Tout a changé. Le changement a commencé, la grande rupture a eu lieu en 1970. Mais on le sentait venir un peu avant. Parce qu'il était d'abord, de quelqu'un qui ne faisait que des maths et s'en fichait complètement, n'allait jamais au cinéma, ne lisait pas un livre, ne voyageait pas sauf pour les maths pour aller dans une autre université, il a pris conscience de la guerre au Vietnam, avec les États-Unis, entre les États-Unis et le Vietnam. Il a pris conscience. Et là, c'est la première chose qu'il a un peu réveillé de cette espèce de somnolence de la Belle au bois dormant qui faisait que des maths. Il a dit, je veux aller au Vietnam, voir avec mes yeux ce qui se passe vraiment là-bas. Et il est allé, il a vu les bombardements, les gens déplacés. L'université avait été déplacée dans la jungle. Il est allé dans la jungle pour faire des cours de maths dans des préfabriqués aux étudiants vietnamiens, quoi. Bon, il est quand même allé pour les maths, mais pas vraiment. Là, c'est la première fois que, en fait, les maths étaient un prétexte. Il est allé pour voir ce qui se passait, et ça a réveillé quelque chose en lui, une conscience du monde autour de lui. Et là-dessus,
rentre en France, eh ben, c'est 68. 68, c'est-à-dire que ça arrive en France, cette espèce de révolution mondiale des années 60. Et là, il s'est complètement réveillé. Il s'est dit, oui, c'est incroyable, ça y est, on va renverser les mandarins et les étudiants, les jeunes, les pauvres, on va changer l'ordre social. Et il s'est lancé corps et âme dans ce truc et il voulait aller faire des grands discours aux étudiants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait huer. Parce que pour les étudiants, lui était le mandarin. Et il a pris conscience de ça. Ça a été un choc, mais absolument gigantesque. Il ne se voyait pas du tout comme ça. Il avait grandi avec ses parents, là, il était très pauvre, il connaissait que des gens pauvres. Quand il allait chez les mathématiciens français très bourgeois, qui avaient une bonne, lui, il liait tout de suite amitié avec la bonne. Les classes sociales, lui, il était à l'aise avec des gens, des petits villages, des gens simples. Il était très, très loin d'être bourgeois. Il était le contraire de bourgeois. C'est pour ça que la maison où il habitait, c'est drôle. Et finalement, il a quitté cette maison pour vivre très différemment. Donc, il a adoré 68, sauf que pour lui, c'était une tragédie. Parce que personne ne voulait de lui. Personne ne voulait de sa participation. On le voyait comme l'ennemi. Et donc, 68 aussi, c'était pour lui une très grande prise de conscience. Alors, en 70, c'est là où il a craqué. Il a craqué, en fait. Il y avait cette pression, donc, le monde extérieur qui faisait pression sur lui depuis 67. Et en 70, il a craqué complètement et il a dit « J'arrête tout. J'arrête les maths. J'arrête de faire des maths. Je quitte cet institut qui me donne une vie très confortable, un excellent salaire, une belle maison. Je quitte ma famille. Je quitte absolument tout. » Et en fait, quand j'ai commencé à lire sur Grothendieck et quand j'ai lu ça, comme tous les mathématiciens, moi j'ai pensé, mais c'est fou. Il a abandonné une vie vraiment parfaite, confortable et tout pour une vie de sauvage où il s'est retiré à la campagne sans argent. Et c'est seulement après que j'ai compris que non, la vie bourgeoise, pour lui, c'était très difficile. C'était pas naturel pour lui. Ça avait été dur, difficile pendant toutes ces années. Il n'était pas bien, en fait, dans cette vie bourgeoise. C'était pas lui. Mais il faisait des maths. Il refusait de regarder autour. Il essayait de rien voir. Et donc, il a tenu le coup pendant 12 ans. Mais c'était vraiment pas sa vie. Et finalement, il a dit, j'en peux plus. Et il s'est libéré de tout ça. Grand étonnement de la communauté mathématique. Incroyable, jamais rien vu comme ça. Et là, il a commencé à... Bien sûr, il faisait encore des maths. Au début, pendant ses premières années, 71, 72, il faisait encore des maths. Il faisait des exposés de maths ici et là, il voyageait. Il a demandé un poste au Collège de France, mais il a dit mais je vais parler des choses qui m'intéressent autant que des maths. Et le Collège de France a dit non. Non. Non, on ne veut pas entendre parler du monde, de la guerre, des étudiants, de l'écologie, etc. Donc, non. Donc, qu'à cela ne tienne, il a eu des postes aux États-Unis, temporaires, il a voyagé. Et puis, il a fini par récupérer un poste de professeur à son université d'origine, l'université de Montpellier. Et donc là, il s'est mis à vivre dans un petit village et à juste faire des cours à la fac. Mais il faisait bien ses cours, il ne lésinait pas sur l'enseignement, il faisait de son mieux, ça devait être difficile. Mais en tous les cas, de 70 à 73 ou 14, il a consacré quasiment toute son énergie à l'écologie, au monde autour de lui. Enfin, non, ce n'était pas seulement l'écologie. Je dis écologie, c'est un mot vague, mais en fait, ce que je veux dire, c'est antinucléaire, la lutte antinucléaire, la lutte contre les produits chimiques, contre les pesticides, contre certaines mœurs de la société. Enfin, c'était beaucoup plus général. Enfin, c'était les problèmes de société, en fait. Donc là, il est au Congrès international des mathématiciens à Nice, c'est tous les 4 ans, c'est un congrès très, très important. Et lui, le précédent, il avait gagné la médaille Fields, donc là, il avait été invité, donc il est allé. Et il a uniquement parlé de ces histoires d'écologie, et il a fait une scène, et tout le monde était furieux contre lui, en fait. Il a commencé, cette photo le montre juste devant sa maison, il a commencé à fréquenter des mouvements de gens
qui ne ressemblait à... Ah, il est allé vivre dans une communauté. Il a quitté sa famille, il a été vivre vraiment en communauté, donc avec des gens très différents de tout ce qu'il avait jamais vu. Et il a fondé en 70 au Canada avec un ami, ce bulletin, cette espèce de newsletter au bulletin, entièrement consacré à l'écologie. Il y avait des dessins rigolos. Alors là, on voit un dessin de lui, ce qui s'est passé, c'est quand lui, il a essayé de parler aux étudiants. Et finalement, tout le monde est parti en le huant. Donc, s'il y a quelqu'un qui est curieux de savoir vraiment l'influence extraordinairement grande qu'il a eue dans le mouvement écologiste en France, ça s'appelle Survivre et Vivre, son mouvement à lui, mais quand le mouvement s'est désagrégé vers 73, lui, il a quitté, beaucoup de gens l'ont quitté, ils ont fondé les Amis de la Terre, qui existent encore. Donc, c'est vraiment le père des Amis de la Terre, en fait. Il y a eu ce livre qui a été écrit par Céline Pessis, qui explore en profondeur vraiment tout ce qu'il a fait dans le domaine de l'écologie. Et en fait, c'est juste pour dire, nous, les mathématiciens, on a toujours pensé qu'il avait quitté les maths pour faire des bêtises. Et c'est en partie sa faute qu'on pensait ça, parce que dans tous ses écrits, il dit « personne ne m'écoutait ». Mais en fait, quand il est décédé en 2014, il y a beaucoup de notices écologiques de Jean-José Bové, des gens comme ça, des gens vraiment importants dans le mouvement écologique en France. Et on a découvert que ces gens-là, ils pensaient que Grothendieck était le père de l'écologie française, que c'était une figure d'une importance extrême et qu'il avait fait, avant de faire l'écologie, des trucs stupides en maths dont on se fichait complètement, mais que là, il avait fait un travail immense. Non, c'est vraiment, il est passé dans un autre... Et là où il allait, il avait ce genre d'influence incroyable. Là, il proteste contre la construction d'une centrale nucléaire à budget cobaye, et en fait, c'est la seule vidéo qui existe qui montre Grothendieck. Il est jeune, ouais, donc j'ai mis le lien là si quelqu'un veut voir après, parce qu'il y a une petite vidéo de 5 minutes où on le voit pour de vrai, donc c'est très marrant. Ah, là, il a dû faire un exposé en maths, et il n'a pas voulu, et c'est dans un centre de congrès où chacun doit écrire juste un résumé de son exposé dans un cahier, et lui, il a dessiné le diable et tout en disant, il ne faut pas faire des maths. Pas que les maths sont mauvaises, mais la distraction, le fait de faire que des maths et pas regarder le monde, c'est une catastrophe, et le monde va partir en feu en flammes. Alors là, je vous montre juste quelques photos de la fin de sa vie. Donc voilà, c'est la maison où il a vécu quand il a été professeur à Montpellier. Dernière chose importante, après ça, c'est juste des petites photos rigolotes. Dernière chose importante, il a été très ami avec des moines bouddhistes d'un certain mouvement pacifiste. Et il y en a un qui l'a hébergé alors que ce moine, il avait des papiers pour être en France, mais les papiers étaient périmés. Et il est venu vivre chez Grothendieck pendant plusieurs mois. Et Grothendieck a découvert qu'il y a eu une loi qui criminalisait non pas seulement les sans-papiers, mais les gens qui les aidaient. Et on lui a intenté un procès. Et il est venu à Paris, il est venu ici. En fait, dans le bâtiment en face, il y a les grandes salles du séminaire Bourbaki. Plein de gens, 3 fois plus que ce qu'il y a ici, ou 5 fois plus. Et il est venu, et tout le monde le connaissait, c'était le grand Grothendieck qui est venu dire « On m'intente un procès, il faut manifester ». Et on lui a donné 10 minutes après le séminaire de maths pour parler, donc il a expliqué la situation. Et puis, si vous voulez m'aider, venez me voir à la fin du séminaire. Et après, c'était la fin, et tout le monde est parti. Je crois qu'il y a quand même 1 ou 2 qui sont venus, bon, des mathématiciens modestes. Et là, c'était un grand choc pour lui. Il croyait qu'il n'influençait pas personne. Il croyait que tout ratait, mais ce n'est pas vrai. Le fait qu'il se soit défendu tout seul dans ce procès, eh ben, ça a fait vraiment une très grande différence finalement, mais pas dans le cercle des mathématiciens. Voilà, je vous montre juste quelques photos de lui vieillissant maintenant. Voilà la maison qu'il a eue après. Il était très, très heureux dans ces maisons. C'est le genre de vie qu'il voulait vraiment mener quand il était obligé d'être bourgeois, quoi. Il a fait beaucoup de maths pendant cette période. Il ne voulait pas, mais il dit c'est plus fort que moi. Des fois, je fais les maths pendant des mois et des mois. Et il n'a rien publié. Il a laissé derrière lui des boîtes contenant des milliers de pages de maths, que tout est vraiment très, très intéressant. Beaucoup n'a pas encore été lu. Et énormément, des milliers de pages d'écrits aussi très intéressants, non mathématiques, qui petit à petit, maintenant, sont en train d'être publiés. Voilà, donc
Et ça, c'est la maison de la fin de sa vie. En 1991, il a disparu, complètement disparu. On ne savait pas où il était. Moi, je l'ai cherché. C'est une longue histoire que je ne vous raconterai pas parce que je n'ai pas le temps. Mais j'avais lu ce qu'il avait écrit. J'avais très envie de le rencontrer. Et ben, il avait disparu. Donc, j'ai vraiment cherché. Je l'ai trouvé. Il vivait dans cette maison, dans un village caché. Ça, c'est une des dernières photos de lui qui a été prise. Ça, c'est quand j'ai été chez lui, sous ses écrits qu'il écrivait, qu'il gardait, qu'il m'a montré. Des exemples simplement de son écriture et de ma manière de ses... Ça, c'est la toute dernière photo de lui que je connais, qui a été prise par quelqu'un qui a été le voir, mais sans lui parler. Mais il était en train de chercher le courrier dans sa boîte aux lettres. Et ça, c'est... Après son décès, j'ai pu passer une semaine dans sa maison à regarder vraiment mais il y en avait trop, il y avait 5 malles comme ça bourrées d'écrits, donc j'ai passé une semaine à vraiment regarder ce qui était là et explorer les choses qui sont maintenant à la Bibliothèque nationale ou à l'Université de Montpellier. Mais il y a vraiment des milliers de pages à explorer, donc ça prendra des années aux gens de regarder tout ça. Voilà. J'espère que vous avez trouvé l'histoire de cet homme passionnante, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. On pourrait en parler même beaucoup, beaucoup plus.